messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue Saint-Pétrarque de Montpellier pour une fin d'année éclectique, dernière ligne droite d'une saison qualitative et rythmée par des conférences savantes, rencontres fructueuses et séminaires enrichissants d'un point de vue intellectuel, humain et culturel. Il est agréable d'excuser en ouverture Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et présidente de la métropole, Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, le professeur Mireille Daslevel, président de l'Institut universitaire Naïmeli d'Averroès Thomas d'Aquin, et saluer la présence d'institutionnels, présidents d'associations, dont notamment notre ami Charles Lévy, président délégué de l'Institut. Je souhaiterais en ouverture que nous accordions une minute de silence en mémoire du professeur Esther Starobinsky-Safran qui vient de nous quitter. Elle était la fille du grand rabbin Alexandre Safran, de mémoire bénie, grand rabbin de Roumanie, grand rabbin de Genève, savant parmi les savants, spécialiste du mysticisme juif, la Kabbalah. Nous gardons d'elle, au-delà de son érudition, que nous avons pu maintes fois apprécier dans ses ouvrages, lors de colloques, de conférences, et notamment sous l'égide de l'Institut Naïmeli. Nous garderons le souvenir d'une personne douce et bienveillante, avec une bonté dans le regard, à l'instar de ses regrettés parents. La grande soirée du 17 mai dernier, composée d'une double conférence, avec Maître Élie Kochner, avocat et président du consistoire central d'Israël de France, entreplacé de devenir des Juifs de France, avec le professeur Pierre Birnbaum, éminent universitaire et dont les ouvrages font autorité, nous avons pu le vérifier avec sa dernière publication sur Marcel Proust. Nous accueillons aujourd'hui une non moins éminente personnalité universitaire, scientifique, en la personne de Daniel Yerkouagou, qui est la spécialiste du judaïsme provençal médiéval, docteur d'État, directrice de recherche au CNRS, élève du grand Georges Duby, autour de son livre paru en 2017 aux éditions du Cerf, Régine Catherine et Bonnet-de-Latte, biographie croisée 1460-1530. L'intitulé de son intervention étant L'exois Bonnet-de-Latte, 1450-1510, archiave, astrologue et astronome du pape Alexandre VI Borgia. Alors, de lointaine origine languedocienne, Bonnet-de-Latte, on le voit dans la patronymie, il était originaire la famille était originaire de Lattès, de Latte, non loin de Montpellier. Eh bien, cette personnalité a eu un destin peu ordinaire. Après sa vie aixoise, observée à la fin du XVe, 1460-1490, il avisa de quitter la Provence. Les nuages annoncés depuis la mort du roi René en 1480, bon roi René entre guillemets, avaient obscurci les heures et les jours des Juifs provençaux entrés dans l'orbite française. Pressentant la montée des périls, il se dirigea vers l'Italie, puis jusqu'en 1510, en conservant sa foi, officier au service de 2 papes, s'il vous plaît, et publia à Rome ses travaux astronomiques au point d'être visités par les savants de son temps, tel Charles de Beauvais, disciple de Lefebvre d'Étaples, et de susciter la plume parodique du truculent Rabelais, que nous connaissons bien à Montpellier, puisqu'il est passé par la vénérable faculté de médecine, la plus ancienne en fonction encore aujourd'hui. Historienne médiéviste, Daniel Yerkouagou, donc, est directrice de recherche émérite au CNRS, professeur associé à l'Institut d'études du judaïsme de Bruxelles et membre de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Elle est responsable éditoriale de la collection Nouvelle Gallia Judaïca chez Serre Patrimoine, autrice, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, de nombreux ouvrages scientifiques sur le judaïsme provençal médiéval, s'énonce sans beaucoup d'admiration, de fierté et d'admiration que je lui cède la parole, et je suis heureux que cette conférence soit programmée le lendemain de la fête des mères.
à la libre espérance. Et Daniel, d'ailleurs, nous dédicacera à l'issue de sa communication son bel ouvrage, Régine Catherine et Bonnet de Latte, paru en 2017 aux éditions du CERF. Voilà, Daniel. C'est possible de parler sans tenir Avec ça, oui, le pied, oui. C'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? Oui? Ouais. Bon, mais c'est trop être présenté pour son fils. C'est quelque chose. En tout cas, je lui dois cette communication parce que l'an dernier, je crois qu'à l'issue d'une série sur les Borgia, il m'a dit la chose suivante, ton bonnet, il n'a pas fréquenté les Borgia. Et acquiescent, il m'a dit, mais voilà, on a un beau sujet, bonnet des Borgia. Et je lui en sais gré parce que dans mon premier travail, qui fut ma thèse d'État, soutenue en 1995 et publiée en 2001, j'avais mis l'accent sur Régine Catherine, sur cette héroïne dont je vais brièvement vous parler en préambule. Dans la version grand public de 2017, j'ai essayé de brosser le profil de cette dans une biographie croisée. Régine et ce mari, Bonnet de Latte, et peut-être ne m'étais-je pas assez penchée sur le milieu romain pontifical, et donc c'est grâce à Michael que je le fais ce soir. Voilà. Alors, comme il l'a dit d'ailleurs en préambule, Bonnet de Latte, c'est clair comme de l'eau de roche, lointaine provenance languedocienne. Latte, c'est ce petit port fluvial près de Montpellier. À l'heure présente, et on a fait une notice sur Latte dans notre dictionnaire de géographie historique sur les Juifs du Bas-Languedoc, qui a été préfacé d'ailleurs par notre ami Daniel Leblévesque ici présent. On a fait une notice sur Latte pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vestiges proprement juifs, mais qu'en revanche, tellement de familles, tellement de lettrés ont porté le patronyme de Latte qu'il est légitime de supposer une petite communauté importante à Latte. Latte, qui a été d'ailleurs au départ, Daniel me contredira si je dis faux, plus important comme lieu que Montpellier. C'est Montpellier qui prospéra, et la proximité d'une communauté très importante à Montpellier a fait peut-être qu'il n'y a pas eu à Latte une armature communautaire développée. Il n'empêche qu'il y a eu des lettrés fameux, c'est pas le moment de m'y pencher, mais il y a eu deux Isaac de Latte très célèbres. Un Isaac de Latte qui avait prôné, on est autour de 1306, le recours au talisman pour soigner les maux de rein. Il préconisait la position de signes zodiacaux du lion pour soigner les maux de rein, et ça avait été très contredit par Abba-Marie de Lunel, qui a été l'instigateur de la seconde controverse autour des études philosophiques. Et puis son homonyme, un autre Isaac de Latte, qui a entrepris dans les années 1370 d'écrire son Kiryat Sefer en brossant le portrait de tous les lettrés juifs de la Provincia. À l'époque, la Provincia dans la littérature hébraïque, c'est, on dirait aujourd'hui, l'Occitanie, n'est-ce pas? Donc, il évoque toute la série des Tibonides, ces lettrés venus d'Andalousie s'installer à Lunel et à Narbonne. Il évoque tous ceux qui ont fait des controverses, les pro-maïmonidiens, etc. Et c'est un, si vous voulez, c'est un memento très précieux. Donc, ces deux Isaac de Latte, et puis mon bonnet, évidemment, sur lequel je vais m'étendre. Alors, comment l'ai-je rencontré, ce bonnet de Latte? Eh bien, j'engrangeais des documents pour ma thèse, donc, et en particulier des contrats de mariage enregistrés chez notaires chrétiens. Ma documentation, en effet, est notariée, libellée en latin, et dans le vaste corpus que j'avais réuni, je suis tombée sur un mariage assez somptueux, celui de Régine Abraham, que son père, médecin draguignan, maître Massif Abraham Medicus Physicus, dans la documentation latine, et concernant les Juifs, c'est très précieux, parce que le titre de médecin est tout le temps donné, à l'inverse des maçons, est-ce qu'il y a eu beaucoup de maçons juifs à l'époque, la question est posée, à l'inverse des teinturiers, des parfumeurs, des copistes, on n'a pas toujours la profession indiquée. Pour les médecins, toujours. Donc c'est très intéressant pour les repérer
les collectionner, si je puis dire. Donc, son père, Maître Massic, la marie en 1469, et ils viennent de Draguignan, en Provence-Orientale, et il a marié un juif aixois, d'origine languedocienne, Bonnet, Astruc de Latte. Et ce mariage est somptueux. Il la dote avec la somme de 2000 florins, de quoi acheter à l'époque 10 maisons, c'est pas rien. Et dès l'achèvement de ce document formidable, la cancellation du document indique que 2 ans et demi après, en octobre 1472, eh bien, la dite Régine Abraham, épouse de Latte, ne s'appelle plus ainsi, c'est devenu une néophita. Une néophita, c'est-à-dire une nouvelle chrétienne. Les néophytes, les convertis de Provence, sont appelés néophyti. Hein, un néophytus, un néophytus, des néophytis, une néophita. Et c'est une néophita, elle s'est convertie, elle s'appelle désormais Catherine Sicolès, elle se remarie aussi vite et très promptement, trop promptement, avec le secrétaire du roi René, excusez du peu, Gilet Gilbert, qu'elle épouse à l'église Sainte-Madeleine. Il jure sur les saints évangiles, promesses d'épousailles, etc. Et le malheureux Bonnet est sans femme à présent. Donc ça se passe en 1472. Les 2000 florins, on peut se demander ce que les 2000 florins sont devenus dans cette histoire. Et il se trouve que Régine et Gilet ne sont pas fous, ils veulent récupérer les 2000 florins. Et entre-temps, Bonnet, lors du mariage, avait perçu, donc, aussitôt, 1200 florins sur le montant. Donc, quand sa femme le quitte, force lui sera de rembourser les 1200 florins en question. Donc, Maître Bonnet, on le voit quitté par son épouse, se reconstruire, et durant une année, il s'attelle à rembourser les fameux 1200 florins. Et ce qu'il y a de très joli, et ça vous montre ce qu'il y a d'intéressant dans cette documentation notariée si lointaine, mais où il y a vraiment la fraîcheur de l'instantané, on voit Bonnet rembourser de la façon suivante. Eh bien, il rembourse les fournisseurs de Dame Catherine. Entrant dans la belle société dominante chrétienne, désormais, elle a fait des achats somptueux, elle est allée s'acheter des fourrures, des taffetas, des tissus, des soieries, et Maître Bonnet, il n'est pas encore maître, et Bonnet s'attelle avec sa mère, qui est veuve. Alors, le malheureux, sa femme l'a quitté, et il a perdu son père, donc la mère et le fils remboursent les fournisseurs de Dame Catherine, entre autres. Et donc les 1200 florins sont rendus en octobre 73. Donc quand même, il a mis plus d'1 an pour rembourser cette somme. Je vous dirais que les 800 florins de la dot sont en général composés par le trousseau, vêtements et bijoux. Bon. Donc on l'observe remboursant la dot, et puis 1 an après, il est médecin. Il est dit magister bonetus de latis, medicus physicus. Donc quand même, il s'est récupéré, et puis on se rend compte que Maître Massic a promis sa fille à quelqu'un qui faisait peut-être déjà des études de médecine, donc c'était quand même un bon parti. Il devient médecin, et puis en 1476, il est déjà bellon, c'est-à-dire dirigeant communautaire. Donc on peut se rendre compte qu'il a acquis une certaine notabilité, au point que la communauté le désigne pour la représenter. Alors, en quoi consistaient les charges de bellon? Eh bien, collecter l'impôt pesant sur les Juifs, la fameuse talia judeorum, parce que l'époque dont je vous parle, c'est l'époque du roi René, où les Juifs ont vécu une période de relative clémence, mais quand même, le roi René était débonnaire, on dit le bon roi René. Il a été protecteur des Juifs, en effet, mais quand même, moyennant espèce sonnante et trébuchante, les Juifs sacrifiaient un impôt très lourd, la talia judeorum, et donc les bellons se chargent de collecter l'impôt, d'être médiateurs dans les conflits, d'être arbitres, etc. Donc Bonnet a déjà un rôle important dans sa communauté. Et on va le voir, on va voir comment les choses se gâtent, justement à propos de la talia judeorum, parce que tout est bien, mais le roi René décède en 1480.
Et évidemment, les choses vont se gâter. Le comté de Provence, qui était indépendant du Royaume de France, entre dans la mouvance française un an après, en 1481, et on voit mal comment les Juifs, dans cet îlot provençal devenu français, allaient être tolérés plus longtemps. Et effectivement, la Provence française va calquer sa politique sur celle exercée par le Royaume de France, qui avait expulsé ses Juifs dès 1306 et avait spolié ses Juifs dès 1306. Pour les rappeler, Louis X le Hutin les a rappelés en 1322, pour les réexpulser en 1315, merci, pour les réexpulser en 1322, et la dernière période autorisée pour les Juifs languedociens et français, ce sera de 1359 à 1394. Donc le Royaume de France avait résolu son problème juif depuis longtemps, et la Provence va emboîter le pas. Et en 1484, il y a une émeute gravissime qui survient dans le quartier juif d'Arles. Il faut vous dire qu'à Arles, il y a eu une communauté juive séculaire. Depuis le 5e siècle, il y a des juifs à Arles. Et il y a eu, en particulier au Moyen-Âge, à l'époque du roi René, un lignage magnifique, le lignage des Nathans d'Arles. Un lignage de lettrés, latinisants, hébraïsants, parlant l'occitan évidemment. Et les Nathans d'Arles ont été très célèbres. Moi, quand je les observe, le regretté Louis Stouff à Aix les avait observés dans les archives latines, mais Isaac Nathan d'Arles a laissé des manuscrits hébraïques précieux qu'un collègue israélien de Jérusalem, Ram Ben Shalom, étudie. Donc, un lignage très important, une communauté très importante à Arles. Et bien, en juin 1484, une émeute gravissime survient, est tellement étonnante et tellement inhabituelle et gravissime qu'un notaire local, Philippe Mandoni, a relaté l'événement dans son registre de notaire en 8 lignes, en disant à l'heure des vêpres, le 7 juin 1484, des moissonneurs étrangers, des extranéis, ça exonère les locaux, ont agressé le quartier juif. Il y a eu mort d'homme. 8 juifs ont trouvé la mort, ils sont jetés dans le Rhône qui jouxtait le quartier juif. 9 chrétiens ont trouvé la mort. Est-ce que les juifs se sont défendus? Il semblerait plutôt que les chrétiens voisins aient voulu défendre les juifs. Il dit aussi que les juifs ont fui sur les toits du couvent voisin des frères prêcheurs. Et en son temps, Louis Stouff m'avait dit qu'effectivement, les juifs louaient des demeures dans le couvent. C'est vous dire combien il y avait des relations de bon voisinage, il y avait une certaine aménité de mœurs, et tout se gâte avec cet événement. Et le notaire termine sa relation en disant que 15 jours après l'émeute, on enregistre à Arles 50 conversions, tant de juifs que de juives, et dont d'ailleurs des petits-fils des Nathans, de cette famille de lettrés, hébraïsants, etc. Donc ça a eu un impact terrible en Provence. C'est petit comme espace, la Provence française. Et alors il y a des juifs qui meurent, il y a des juifs qui se convertissent, puis il y a des juifs qui fuient. Et ils fuient où? Dans le comtat vénétien voisin. Et le document dit extra-patriam, hors de la patrie française. Parce qu'en effet, le comtat vénétien, vous le savez, c'est une enclave pontificale avec la ville d'Avignon. Et donc les juifs, et d'ailleurs en ces lieux très chrétiens, les juifs ont pu vivre sans césure jusqu'à la Révolution française. Tout le paradoxe d'ailleurs de cet état pontifical. Puis des papes en général, on va le voir à Rome, qui tolèrent les juifs. Et ils fuient donc dans le comtat vénétien. Et les bellons de Provence, dont Bonnet de Latte, vont être chargés de rappeler ces fugitifs. On les somme de revenir. Et selon vous, pourquoi? Précisément pour payer l'impôt. On les rappelle afin qu'ils satisfassent à l'impôt. Et non seulement le pouvoir municipal le pouvoir royal était intéressé à leur retour, mais même les communautés juives. Parce que s'ils ne revenaient pas, l'impôt allait tomber sur le corréligionnaire. Donc Maître Bonnet s'occupe de ce dossier et très certainement il a pris la mesure des temps difficiles. Quand même, on le voit jusqu'en 1488, pas tellement dans l'exercice de sa profession médicale, mais dans une série d'actes commerciaux et monétaires, parce qu'il faut vous dire que les médecins juifs
aussi bien que les médecins chrétiens, ne devaient pas leur aisance à l'unique exercice de leur art médicinal, mais ils commerçaient, ils faisaient du petit prêt ou des gros prêts. Maître Bonnet, il commerce jusqu'à Marseille, jusqu'à Aubagne, il est très actif. En 1488, il fait construire un puits dans sa demeure. Sa demeure qui se trouve rue des Guerriers à Aix. Pour qui connaît Aix, c'est l'aboutissement du quartier juif. Il y a la rue de la Verrerie, la rue Venelle et la rue des Guerriers qui bordent les remparts. Il fait construire un puits. Et puis en 1489, il vend cette demeure, il vend ses vignes. On le voit à Marseille, où il désigne un coreligionnaire, Isaac du Quélard, comme par hasard c'est encore un juif d'origine languedocienne, pour apurer ses comptes et percevoir ses créances. Donc visiblement, il liquide ses affaires. Et cela corrobore ce que j'avais vu dès mon premier livre de 1981, une expulsion des Juifs de Provence. Vous savez, dans les ouvrages dits universitaires, à la fin, on donne la liste de tous les individus qu'on a rencontrés dans les archives. Et Bonnet de Latte, à partir de 1489-90, il disparaissait de la documentation, sans trace de décès. Et la deuxième thèse de 95, il disparaît en 1490, et pour cause. Alors, comment j'ai su qu'il avait mis des voiles vers l'Italie? Passez-moi l'expression. En 1996, après cette soutenance, j'avais été à un colloque à Trèves, en Allemagne, et j'avais rencontré le professeur Michaele Luzzati. Et bon, nos collègues ont parlé de nos cuisines respectives, et je lui disais que je venais de soutenir une thèse sur un couple singulier, Régine et Bonnet de Latte. Et quand il a entendu le nom de Bonnet de Latte, il a tressailli, il m'a dit « Vous êtes sûr ?» J'ai dit « Mais quand même, je le fréquente depuis au moins 20 ans, ou 10 ans, je ne sais plus à cette époque. Et c'est Bonnet, Assul de Latte. Il m'a dit « Mais oui, c'est le même. Il loue une maison à Pise en 1490. Et il travaillait sur ce document. Alors, il m'a invité l'année d'après à un séminaire à Pise, avec mes documents que j'apporte, ma thèse qui n'était pas encore publiée. Il m'a montré ces documents. Et effectivement, Bonnet de Latte fait une courte halte à Pise en 1490 pour s'installer à terme à Rome. À Rome, où les historiens italiens le connaissaient. Donc, cette vie aixoise, avec son ex-belle-famille, son mariage raté, entre guillemets, ses activités jusqu'en 1490, etc., n'était pas connue des historiens italiens. Les historiens italiens connaissaient Bonnet de Latte au service du pape Alexandre VI, Borgia. Alors j'en arrive à ce que je n'avais pas développé dans les deux livres, au Borgia. Oui, Michael. Alors, les Borgia, un mythe, n'est-ce pas? Les Borgia, c'est un mythe et c'est la langue du mythe, parce que c'est un mythe très tôt forgé, constamment réalimenté, qui empêche d'accéder à une vision plus véridique de leur personne comme de leurs actions. Alors, ces dernières années, la vitalité de la recherche consacrée aux Borgia a permis de reconsidérer la dynastie et principalement son personnage central, Alexandre VI, mort en 1503. Alors, c'était un pape valencien aux rapports ambigus quant aux intérêts des royaumes espagnols, homme d'église promoteur d'un premier projet de réforme ecclésiale et fastueux mécène, enfin. Un homme soumis à des appréciations toujours à charge et donc une vision plus nuancée et nécessaire. Et par le biais des Juifs, ça va nous être possible. Dans son immédiate postérité, un de ses partisans, Sigismondo dei Conti, pardonnez mon italien, je ne suis pas italienisant, mort en 1512, a livré dans les histoires de son temps un portrait élogieux, le présentant en fin politique et homme des plus avisés, au brillant règne. Mais la légende noire a persisté, et parmi les accusations, il y eut celles qui visèrent sa religion véritable. Il demeurait contre ce pape espagnol l'accusation de maranisme, soit celle d'être un juif converti. Vous vous rendez compte? C'est énorme. On se trouvait, il a accédé, son élection date d'août 92, il a été intronisé
le 26 août 92. 1492, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, n'est-ce pas? Ils affluent en Italie, ils affluent à Marseille, et donc et en Sicile, on parle des migrants d'aujourd'hui. En 1492, c'était les Juifs qui, parce que dans la péninsule ibérique, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient très nombreux. Rien à voir avec notre comté de Provence, où j'aurais dû peut-être vous le dire, mais je ne peux pas tout vous dire, avant la peste noire, au temps de leur âge d'or, on avait peut-être 10 000 individus. Tandis que dans l'Espagne médiévale, on parle de 200 000 individus, rien à voir. Donc, au lendemain de l'expulsion des Juifs d'Espagne, si nombreux à venir se réfugier en Italie, l'insulte servait surtout à stigmatiser l'ensemble des ressortissants de la nation espagnole, l'une des deux nations étrangères, avec la France, a menacé l'indépendance italienne. On songe aux guerres d'Italie, 1494-1559. Et cette animosité était nourrie par son vieil ennemi, le cardinal Giuliano della Rovere, qui deviendra son successeur, Jules II, 1503-1513, pour le pontificat. Cette insulte sous Jules II demeurait attachée au pape et à sa famille au temps des guerres d'Italie. En fait, dès 1493, Alexandre VI avait été qualifié de marâne avant de l'être par le prédicateur exalté Savonarole et ses disciples. Et même Luther, 1483-1546, théologien allemand, dans ses propos de table, considérait toujours Alexandre VI comme un juif et un marâne incroyable. Mais quand même, au-delà du XVIe siècle, on oublia généralement la judéité supposée d'Alexandre VI. Alors, cette accusation portée contre Alexandre VI par ses ennemis semble tout à fait incroyable, comme l'a dit Daniel, le Blévèque, tout à fait irrationnelle. Elle relève de l'animosité des Italiens, le pape était étranger, reprise par les adversaires de la papauté, Luther, comme un grief supplémentaire à l'encontre d'une famille étrangère qui dérangeait, valencienne en l'occurrence. En effet, à la différence de la plupart de ses prédécesseurs ou successeurs, Alexandre VI Borgia n'était pas issu d'une famille italienne. Originaire de l'ancien royaume espagnol de Valence, intégré à l'Aragon au XIIIe siècle lors de la reconquête sur les Maures, ils étaient perçus et désignés en Italie comme des Catalans. Les Borgia, étant de culture et de langue valencienne, forme locale de Catalans. Une famille de papes. Alors, c'était pas extraordinaire. À l'époque, les prélats, les ecclésiastiques pouvaient, avant d'accéder au siège suprême de pape, pouvaient avoir une famille. C'était le cas d'Alexandre VI, qui avait la mère de ses enfants et des enfants. Alors, ces enfants, ceux qui ont survécu, surtout César et Lucrèce, la renaissance du mythe Borgia a repris de plus belle. L'image associée au nom de César est celle d'un condottiere, je le prononce mal, chef de soldats mercenaires de la Renaissance, empreinte de cruauté. Quant à Lucrèce, l'une des personnes les plus en vue de la cour pontificale, au cœur des stratégies matrimoniales et dynastiques du pape Alexandre VI, elle deviendra duchesse de Ferrare par son troisième mariage, toujours arrangé par son père. Victime d'une destinée familiale, elle a inspiré, vous savez, la plume de Victor Hugo dans son Lucrèce Borgia, et tous les témoignages cependant s'accordent à louer sa grande beauté et sa douceur. Donc rien ne prédestinait cette obscure famille sans grande noblesse à l'incroyable ascension qui fut la sienne. Il y a eu une série d'opportunités offertes à ce pape, son nom de baptême c'était Rodrigue, mais ces opportunités ont été offertes par son oncle maternel, Alfonso de Borja, toi tu prononcerais bien en espagnol, hein, Borja, évêque de Valence en 1429 sous le nom italianisé de Borgia, puis pape sous le nom de Calix III, 1455-1458. Bon, il n'est quand même pas de mon propos de vous raconter le pontificat d'Alexandre VI Borgia, mais de se demander comment mon bonnet de latte était parvenu dans son entourage. Alors curieusement, l'historiographie ecclésiale ou ecclésiastique ne le mentionne pas. Et mes frères en recherche, mes amis Daniel Leblévesque et Guy Laurichon, du temps heureux de nos études exoises sous la houlette de Georges Duby, très familiers des archives vaticanes, me disent n'avoir pas trouvé sa trace dans l'entourage du pape. Il y a bien eu des médecins valenciens, évidemment, et même un juif auprès de Jules II,
d'après Guy Le Tillec, mais pas de bonnet. En revanche, l'historiographie juive, et des plus sérieuses, je vais y revenir, Gross dans sa Gallia Judaica, 1897, l'Encyclopédia Judaica, 1972, le mentionne au service d'Alexandre VI, et même le classique Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen-Âge, publié à Genève en 1979 d'Ernest Wickersheimer, lui consacre une notice. Tout de même, il y a une publication assez récente, comme a signalé Daniel, le Lévesque, publiée au Pulm en 2013 par Raphaël Carrasco sur la famille Borgia, Histoire et légende. Et le contenu est très intéressant. L'auteur évoque précisément l'arrivée des marranes d'Espagne durant l'été 92, qui coïncide exactement avec l'accession de Rodrigo Borgia au trône de Saint-Pierre. Cet afflux fut d'ailleurs une des premières affaires internationales que le nouveau chef de l'Église eut à gérer. Il eut une attitude favorable envers les exilés, ce qui est d'ailleurs corroboré donc, par un témoignage contemporain juif d'Ibn Verga, donc c'est pas sujet à caution, dans son Shevet Yehuda, le fléau de Juda. Ibn Verga était espagnol, expulsé en 1492, il s'est réfugié au Portugal, mais au Portugal, il a été pris dans la vague de conversion massive et généralisée de 1497. Vous savez qu'au moment de l'expulsion des Juifs du Portugal, le jour où tous les Juifs sont parqués à Lisbonne pour s'exiler, le monarque Manuel, le roi Manuel, et les prélats répugnent à voir cette minorité diligente et zélée prendre le chemin de l'exil et prendre le bateau. Et on va les convertir massivement, de force en quelque sorte, en se disant, bon, les vieux, ce ne sont pas de bons chrétiens, mais peut-être les enfants. C'était un pari insensé, d'ailleurs perdu, parce qu'en 1506, il y aura un massacre effroyable de conversos, alors ce sont les néophytes ibériques, de conversos à Lisbonne, en l'absence du roi Manuel. Et d'ailleurs, le roi Manuel punira sa ville et fera amende honorable, mea culpa, en disant j'ai mal évalué mon coup, j'ouvre grand les portes du royaume, ceux qui veulent partir retrouver le judaïsme ancestral, et bien qui partent, et puis ceux qui restent, qui soient de vrais bons chrétiens. Et donc, cet Ibn Verga, il quitte le Portugal en 1508, après le massacre de 1506 précisément, et il semble qu'il soit mort en Flandre. Et lui corrobore les agissements tolérants du pape. Il a insisté sur la décision courageuse du pape d'offrir l'asile aux exilés contre l'avis des Juifs romains, redoutant la concurrence des nouveaux venus. Solidarité juive, point d'interrogation. Et on a le même cas de figure à Marseille. On a un bateau de 118 juifs aragonais qui arrive à Marseille le 21 août 1492. Isidore Leul avait publié ce document. On a les noms de ces 118 juifs aragonais qui arrivent à Marseille. Et la municipalité est bien embarrassée, et la communauté juive aussi. Et la communauté juive va se voir astreinte à payer le transit, et seulement le transit, de ces 118 juifs aragonais à Marseille. Bon, ce serait trop long à développer, mais je suis très fière d'avoir ajouté à ces 118 juifs aragonais 80 autres noms de juifs ibériques en instance de départ, de conversion, de transit, enfin voilà. Et puis, Ibn Verga cite un autre exemple dont on trouve le pendant exact en Provence médiévale. Il cite le cas de l'affaire de Chiara Stella. Chiara, c'est la forme italianisée de Claire, n'est-ce pas? Stella. Fillette juive de Spolète, ville des États de l'Église, partie se réfugier en juin 1496 auprès des sœurs augustiniennes du couvent San Matteo et réclamée par sa famille alors que les sœurs entendaient la baptiser au plus vite. Alexandre VI va sommer la supérieure de restituer l'enfant et d'attendre sa majorité afin qu'elle puisse décider elle-même. Tout de même. En Provence, on a le même cas, et j'ai publié un document épistolaire du roi René qui s'insurge contre les conversions forcées, pas nombreuses en Provence, hein, on peut les compter sur les doigts d'une seule main, mais il y en a deux incroyables, et parce que je ne vous ai pas tout dit sur Régine. Dans sa lettre, le roi René dit qu'il y a des conversions forcées intolérables, dont celle réalisée par Gilet Gilibert, le fameux Gilet Gilibert, le deuxième mari de Régine, tout de même. Et je m'étais demandé dans la thèse d'État
si Gilbert avait converti le régime qu'il aurait épousé, ou une de ses sœurs, parce que ses sœurs aussi ont eu des dossiers intéressants. Vous pourrez poser des questions, mais ce n'est pas le sujet. Donc le roi René dit la même chose, pas de conversion forcée. Si il y a des conversions volontaires, on les accepte évidemment dans le giron de l'Église, mais pas de conversion forcée. Les Juifs constituaient une importante minorité à Rome, 4% de la population d'après un décompte de 1517. Alors, il y avait les nations espagnoles regroupées dans 3 des scolées, ou synagogues de la ville éternelle, dont la Scola Catalana, la Scola Aragonese et la Scola Castigliana, représentant le tiers du total, soit un peu moins de 600 personnes, quand même. Et la plus riche, comme par hasard, la Scola Catalana, avec nombre de banquiers de premier plan, comme les Cateniaux de Gérone, les Saporta, les Benvenistes de Barcelone et de Majorque, les Astrudes de Barcelone et les Natronailles de Tortosa. C'était une minorité aux compétences financières reconnues. Aux dernières années du XVe siècle, il y a eu une polémique contre les médecins juifs, aiguisée par les frères franciscains, évidemment, forçant bien des cités à licencier leurs médecins juifs. Là encore, le pape Borgia non seulement continua à s'entourer de médecins juifs, mais conseilla à ses plus puissants clients et banquiers de les engager, s'exposant à l'inimitié des ordres religieux. Donc, tolérance absolue de la part du pape. Et c'est ainsi qu'il a nommé le célèbre Bonnet de Latte, de son nom juif Jacob ben Emmanuel, médecin de cour. C'est-à-dire qu'il lui a permis d'acquérir les titres académiques qui lui manquaient pour devenir médecin. Il va avoir un autre titre que Medicus Physicus, il sera Artium et Medicinae Doctor. Parce qu'il faut vous dire que les médecins juifs, tant en Provence qu'en Languedoc, le spécialiste est ici, Daniel Lévesque, les médecins juifs n'avaient pas accès à l'université chrétienne. Ils étaient dits medici physici, mais ils acquéraient leur science par le biais des manuscrits, d'où le prix attaché à leur rayonnage, à leur bibliothèque, et par un apprentissage au sein de familles de médecins. Il y avait de véritables oligarchies médicales. Et d'ailleurs, on se mariait entre gens de même rang social, avec des mariages entre teinturiers, entre quart-d'heure, comme des mariages essentiellement entre médecins. Et je ne vous l'ai pas dit par ailleurs, Bonnet de Latte, quand même, s'est remarié assez vite, en 1474, avec une fille de médecin d'Arles réfugiée à Marseille, avec la fille de Comprat-Mossé, qui était d'Arles et qui s'est réfugiée à Marseille. Elle s'appelait, son épouse, Stella. Donc, Borgia, Alexandre VI Borgia, se montre toujours bien disposé à l'égard des Juifs. Il maintient d'étroites relations avec les principaux marchands banquiers de la place de Rome, à la tête desquels la banque des Médicis et celle du Siennois Agostini Chigi, dont il devint de plus en plus dépendant en proportion de ses projets militaires. Mais dans ce contexte, l'aval donné aux banquiers juifs, et surtout aux banquiers, aux Catalans, aux Aragonais et aux Provençaux, allait occuper une place centrale dans le dispositif du crédit pontifical. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer la conclusion de Le Tillec, parce qu'elle est savoureuse. Le mythe des Borgia est sans doute ce qui reste le plus vivace. Malmenant la réalité historique, il jouit d'une telle force qu'il a pu même surgir au détour d'un dialogue du troisième homme dans le film de Carol Reed, 1949, dans la bouche d'Orson Welles. Et je cite, c'est très savoureux, je cite. « L'Italie sous les Borgia aurait connu 30 ans de terreur et de meurtre, mais ça a donné Michel-Ange, ça a donné De Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix, et ça a donné quoi? Point d'interrogation, point de suspension, ça a donné quoi? Le coucou. Point d'exclamation, c'est-à-dire rien. C'est la conclusion du coucou de Le Tillec. Donc je reviens, si vous permettez, à Maître Bonnet en Italie. J'ai encore un bon quart d'heure quand même. Alors, Maître Bonnet en Italie. Donc, il a été repéré à Pise un court moment, grâce au professeur Michele Luzzati. Il fait cette escale à Pise, et puis on le retrouve à Rome,
où il va très vite publier à Rome. Donc il est archiatre pontifical auprès d'Alexandre VI, lequel, je vous l'ai dit, lui aurait octroyé une dispense spéciale pour obtenir le diplôme de médecine. Aller en Italie parfaire sa médecine, c'était fréquent à l'époque. Je crois que Rabelais l'a fait, Nostradamus aussi. Et Salomon Avidor, qui a étudié à Montpellier en 1390, dont tu parles, les Juifs de Montpellier, des terres d'Oc. Donc, il est au service d'Alexandre VI, il a tous ses diplômes, et il publie à Rome, entre 1492 et 1493, donc c'est rapide, il publie à Rome son Annulus Astronomicus, rédigé d'Épise, où il avait donc eu très tôt des liens avec les Borgia, avec Jean de Médicis, étudiant pisan et futur, Léon X. Cet Annulus est dédié à Alexandre VI Borgia, rédigé en latin, mais un latin approximatif et rudimentaire. Mais quand même, il maniait un peu le latin. Le 12 février 1493, il signait aussi à Rome la première pronostication, une sorte d'horoscope, une prédiction qui nous est connue, et certainement la première imprimée à Rome, dédiée au nouveau pape Alexandre VI. Mais quand même, s'il publie aussi vite en Italie, il ne faut pas oublier que quand même sa formation a dû se faire en Provence. Hein. Mais en Provence, je n'ai pas trouvé trace de manuscrit le concernant, sauf la Biblia Judaica, la Bible hébraïque, que son ex-beau-père, Massif Abraham, lui avait offert en cadeau nuptial, à l'époque, en 1469. Donc à Rome, il va donner toute sa mesure. Et ce médecin du pape est évoqué par Rabelais. C'est quand même pas rien. Cela mérite d'être signalé. Ce premier mari juif de régime, devenu à Rome le médecin familier du pape, est cité ou plutôt parodié par les intellectuels et écrivains contemporains, signe irréfutable de sa notoriété, de sa célébrité. Pierre Gringor, dans la célèbre Sotie du prince des Sceaux, hein, c'est humoristique, dit « Mère sotte, mon médecin juif prophétise, que soit perverse, qui est pervers et qui est bon, c'est du vieux français, qu'il soit perverse et que est bonne est, sotte fiance, qui est-il? Mère sotte, c'est Mestre Bonnet. » Et Rabelais, dans son étude de l'enfant géant, il compare dans son français coloré du XVIe siècle, ce français tout imprégné de la lumière de la Renaissance, le lever paresseux de Gargantua à celui du pape Alexandre, conseillé par son médecin juif, et qui put vivre jusqu'à la mort. Ça, c'est du Rabelais tout cru. Alors, je vous cite, c'est du vieux français. Quoi? Point d'exclamation. N'ai-je fait suffisant exercice? N'ai-je fait suffisant gymnastique? Je me suis vautré 6 ou 7 tours parmi le lift avant que de me lever. Vous comprenez? Dans le lit, il a bougé. N'est-ce pas assez? N'est-ce assez? Le pape Alexandre, ainsi faisoit, par le conseil de son médecin juif, et il vécut jusqu'à la mort, en despit des envieux. Ça, c'est Gargantua, chapitre 21. Donc, surtout, grâce aux lettrés de l'époque, vous allez voir, on a un témoignage incroyable sur Bonnet de Latte. Alors, d'autres prédictions sont connues. Il va publier en 1496, 1498, 1499 des horoscopes. Mais je vais m'appesantir maintenant sur les contacts avec les savants de l'époque, et surtout Charles de Beauvel en 1507. Et ça témoigne du rayonnement de Maître Bonnet à Rome. Alors Charles de Beauvel, 1479-1553, était un humaniste, un philosophe, un théologien, chanoine à Amiens, en 1499, à Saint-Quentin et à Noyon. Et il était surtout le disciple de Lefebvre d'Étaples. Alors, pour la chance inouïe de l'historien, il a relaté une rencontre personnelle en 1507 à Rome, suivie d'une visite au domicile du médecin. Et ce texte, il est issu de son ouvrage, Les Questiones Theologicae, publié à Paris en avril 1513. Et c'est un témoignage du voyage en Italie de ce disciple de Lefebvre d'Étaples, curieux de l'astrolabe miniature portative dont on devait parler dans toute l'Europe savante et qui connut plusieurs rééditions depuis 1493 et notamment à Paris. Alors, je reprends les détails savoureux de la rencontre rapportés par Jean-Claude Margolin. Je cite.
C'était à Rome, en l'année 1507, peu de temps avant ton arrivée dans la ville, il parle à Lefebvre d'Étaples, en compagnie des ambassadeurs du roi de France chargés de mission auprès de sa sainteté pontificale, parce qu'il y avait la guerre qui se préparait par Charles VIII. Bon. Un dimanche après-midi, comme je me promenais avec quelques compagnons pour me détendre dans le quartier des Juifs, l'ambiance est agréable, hein, on ne parle pas de ghetto. Comme je me promenais pour me détendre dans le quartier des Juifs, je rencontrais le médecin hébreu, je ne dis pas le médecin juif, le médecin hébreu, Bonnet de Latte, l'auteur de ce petit traité intitulé L'Anneau, qui a déjà été publié par tes soins. Évidemment, on est en 1507, Lefebvre d'Étaples a publié Bonnet de Latte. En même temps que le livre de la Sphère. Il a publié avec le livre de la Sphère de Jean de Sacrobosco, qui a été d'ailleurs traduit par Salomon Avigdor, qui est venu travailler à Montpellier. Je ne le connaissais pas de vue, mais comme j'avais entendu dire par l'un de mes amis et compagnons de promenade qu'il s'agissait de Bonnet, je le saluai, désireux de me faire montrer dans sa réalité matérielle ce fameux anneau qu'il avait fait graver sur son livre et dont la fabrication était si ingénieuse, si laborieuse et si artistique que tout en pouvant être porté à un doigt, il n'en permettait pas moins de découvrir sur le globe céleste autant d'astres qu'en aurait déterminé un astrolabe. L'homme nous répondit que l'anneau se trouvait dans sa maison, et comme nous n'en étions pas très éloignés, nous nous y rendîmes hâtivement en sa compagnie pour y voir l'objet. C'est un chanoine qui converse avec un juif, vous verrez qu'il a été ministre officiant aussi, en toute cordialité, très sympathique. Et nous nous y rendîmes hâtivement en sa compagnie pour y voir l'objet. Alors il sortit l'anneau d'un coffret et il combla nos vœux. Après être resté stupéfait à la vue de cet instrument, et après avoir échangé avec notre hôte des flots de paroles, nous engageâmes finalement une discussion sur la variété des religions. Chacun exalta du mieux qu'il put les rites de sa propre religion. Je lui opposai pour ma part, et selon mes moyens, de nombreux arguments tirés des textes sacrés, mais principalement de l'Ancien Testament. Il n'était pas fou, chanoine. Car je savais que l'oiseau hébraïque, il parle de Bonnet, hein, car je savais que l'oiseau hébraïque ne pouvait être pris à un piège chrétien, mais bien à son propre piège, conforme et identique à sa nature, puisqu'aux paroles de l'Évangile et aux sentences des apôtres, les Hébreux ont généralement l'habitude de se boucher les oreilles avec indignation. Aussi, comme tu n'as pas participé à notre controverse, tu n'étais pas encore arrivé à Rome, mais que tu as appris qu'elle s'était tenue dans cette ville même, et que tu as regretté très vivement de ne pas être venu plus tôt et d'avoir manqué l'entretien, je l'ai noté par écrit, je te l'adresse, poursuivant ce que j'ai déjà commencé. C'est vrai ce qu'il dit. Dans le comptable des saints, par exemple, les Juifs étaient soumis, ils devaient écouter des sermons. Des fois à la synagogue, des fois à l'église, ils devaient écouter des sermons chrétiens. Et pour ne pas entendre, ils se bouchaient les oreilles avec de la cire. Donc, alors, les résultats de cette visite improvisée, engouement et enthousiasme, j'ai fini la citation, et sur le travail de Bonnet, et il y a eu cette discussion sur la variété des religions. Et puis, Beauvais poursuit la description de son entrevue avec Bonnet de Latte, et il engage à monter à l'étage pour voir son fils Emmanuel. Bonnet ne voulait pas que Beauvais s'en aille avant de l'avoir rencontré. Et Beauvais raconte donc, il relate toujours le déroulement de son entrevue avec son maître Lefebvre d'Étaples, à son maître Lefebvre d'Étaples. Et il lui dit, tu trouveras chez lui, chez Emmanuel de Latte, un érudit de grande classe, car il étudie constamment les ouvrages des philosophes. C'était un rationaliste. Donc, Beauvais poursuit, j'acquiesçai à son désir et nous montâmes à l'étage supérieur de sa maison. Nous y trouvâmes le fils, tel que le père l'avait décrit, entièrement plongé dans ses livres et dans ses occupations savantes. Le lieu où nous nous trouvions était une synagogue. En vérité, c'était un oratoire, élaboré par Bonnet de Latte, peut-être pour ses coreligionnaires français ou provençaux. Et là, je ne vis rien d'autre qu'un autel, recouvert d'un voile inaccessible, des livres, des lampes et des vêtements sacerdotaux. En effet, d'après une loi d'institution antique, les Juifs se gardent de toute tentative de représentation, par quelque figure que ce soit, image, peinture ou sculpture, de leur Dieu, incirconscriptible. Sur ce point, ils diffèrent des gentils, des chrétiens, qui tiennent pour des idoles
et admire avec une futilité vaine, c'est un chanoine qui parle, les objets qui émeuvent les sens. C'est pourquoi les murs de la synagogue sont nus, ou simplement ornés de peintures d'arbustes et de fleurs variées. Donc, je termine avec cette citation, le bureau ou la chambre d'études où se trouvait à l'étage le fils est à la surprise de Beauvel un lieu de prière familiale, sans doute destiné à une petite assemblée. On sait que dans le judaïsme, toute salle peut servir de lieu de prière, pourvu que ça ait office que ce soit licite, pour que l'office soit licite, il suffit qu'il y ait 10 hommes ayant atteint la majorité religieuse, ce que l'on appelle un minyan, pour que l'office soit valable et qu'il s'oriente vers Jérusalem. Donc, ce quorum requis de 10 hommes, orienté vers Jérusalem, suffit à un office religieux valide. Et Bonnet est si bien intégré à la vie juive romaine qu'il a organisé à son domicile une sorte d'oratoire pour sans doute une poignée de coreligionnaires, peut-être français ou provençaux. En tout cas, Beauvel relève avec gourmandise et décrit à Lefebvre tous les détails qui font la différence avec un lieu de culte chrétien. Absence totale d'images figurées, murs nus et dépliés, uniquement ornés de motifs végétaux, un autel, des livres de piété, des luminaires. Alors, parce que je vais privilégier les questions, je terminerai cette évocation de Maître Bonnet en vous disant qu'il s'est parfaitement intégré à Rome. On le voit, il est venu sans doute à Rome avec sa femme, Stella, et il a eu 2 enfants, Emmanuel de Latte, dont je vous ai parlé, qui va renouer avec le passé paternel méditerranéen. Il enseigne à Avignon la médecine, il est médecin lui aussi, hein, quand j'ai parlé de l'oligarchie médicale, il enseigne la médecine en Avignon. Il marie son fils, très bien, avec une fille d'Arieti, qui apporte une dot substantielle, en ducat cette fois-ci, et même un jardin dans le quartier de Trastevere. Et il marie sa fille Léa, également très bien, dans une famille de notables, des Recanati, et il la dote largement, et donc on voit qu'il a véritablement réussi son exil, il s'intègre dans la belle société juive romaine. Et son petit-fils, Joshua de Latte, devient un éminent talmudiste. Oui, il y a Léa, il y a Joshua, il y a voilà. Il devient un talmudiste célèbre qu'a étudié Simon Schorfuchs, et grâce à ses consultations rabbiniques, on apprend des choses sur le sac de Rome, où les Juifs vont souffrir, je crois que c'est en 1527. On apprend aussi sur la naissance du ghetto, quand même, en 1559 à Rome. Donc les responsables rabbiniques de Joshua de Latte sont très précieux aussi. Donc voilà comment Bonnet de Latte a réussi son exil. Et si vous voulez, ce couple, embryonnairement, donne les 2 facettes du judaïsme provençal. Régine s'intègre dans la société chrétienne. Je vous ai pas dit qu'après ce livre, on a trouvé trace d'un 5e mariage, le premier en fait. Je l'ai publié dans Provence historique. Donc elle s'intègre dans la belle société chrétienne, mais non sans mal. Elle a une vie mouvementée que je ne vous ai pas racontée, avec plein de rebondissements, une union libre, des enfants illégitimes, enfin bref. Et quant à Bonnet de Latte, il a réussi son exil en Italie. Il a eu l'intelligence intuitive de quitter la Provence avant que cela ne se gâte. Il a réussi son exil, et c'est rare de suivre un exilé en terre étrangère. Par exemple, tous ceux, j'ai pas dit, quand les Juifs sont exilés en 1501, il y a ceux qui restent et ceux qui partent. Ceux qui partent vont dans l'Italie toute proche, comme Bonnet, ils vont dans le comtat vénétien, là on peut les suivre, mais il y a ceux qui vont en Algérie, une maigre vaguelette, et il y a surtout ceux qui vont dans les Balkans, et aller trouver des Juifs provençaux avec leur cheminement, leur famille, leur réussite et tout à Salonique, c'est difficile. Donc là, c'est une chance documentaire, et c'est grâce aussi aux travaux conjugués des historiens. Là, grâce aux historiens italiens, par exemple, les mariages des enfants de Bonnet de Latte, c'est grâce à l'historienne Anna Esposito de Rome, qui a travaillé sur les notaires romains, etc. Et donc, voilà un petit peu cette histoire qui est agréable parce que, voilà, c'est
C'est pas voici, mais c'est presque. Là, Voilà, je vous remercie. Merci Daniel pour cette savante communication et d'avoir pu effectivement faire ressurgir du passé cette trajectoire, cette destinée passionnante. Quel eût été son parcours s'il était resté marié effectivement à Régine Labrat, qui elle est devenue Catherine Sicolas. Il lui permis effectivement de se poser certaines questions, mais en tout cas, au travers d'ailleurs de cette conférence et de cet ouvrage que tu vas nous dédicacer, c'est le judaïsme provençal, expulsé en 1501, évidemment quand le Provence passe dans le Gironde français. Et nous te savons vrai de nous avoir offert cette belle et inédite communication, effectivement autour du parcours de ce juif provençal du comté de Provence et transalpin du côté d'Europe. Y a-t-il des questions? Je dois vous dire que mes enfants ont grandi avec Régine et Bonnet. Absolument. Nous sortions du conservatoire et de l'école et nous allions retrouver Daniel aux archives municipales d'Aix avec Mademoiselle Trouillet, qui te permettait effectivement de compulser ces vieux grimoires pour nous à l'époque, et c'était des registres notariés d'une valeur inestimable. Et on a grandi effectivement à Aix-en-Provence autour de la figure de Régine Labrat, de Catherine Sicolas. Des questions pour Daniel? Alors, en attendant la première question, plutôt la seconde, vous verrez qu'elle va intervenir peu rapidement que la première. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un moment important de cette fin d'année universitaire, l'hommage au professeur René-Samuel Syrah, qui a été professeur à l'INALCO pendant de nombreuses années, qui a été aussi grand rabbin de France dans les années 80, et qui a fondé avec Georges Frêche l'Institut Maïmonide en l'an 2000, fin 99, début 2000. Et nous lui rendons hommage à la Maison des Relations Internationales, mardi 13 juin à 18h30, en présence de Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole. Nous comptons sur votre présence pour cet hommage, effectivement, qui nous sera rendu en présence de personnalités qui ont œuvré à ses côtés, surtout d'un point de vue académique, d'un point de vue universitaire. Et donc il y aura la présence et les communications de Myriam Askeban, de Daniel Delmer, de Franck Larowski, de Rafi Marciano, de Marie Vidal, et la présence de son fils Gabriel Syrah, physicien. Donc ça c'est dans une grosse semaine à 18h30 à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela de Montpellier. Voilà, vous avez eu le temps de penser à vos questions et à présent de la poser. Pour Monsieur Daniel qui dit une question. Jean-Claude. Oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, vous avez eu la gentillesse de m'offrir, et je me suis demandé pendant toute une partie de ce livre pourquoi il n'y a pas eu de phénomène de maranisme en Provence, comme on a pu le voir ailleurs. On a pu le voir surtout en Terre-et-Berry. Oui. Alors pourquoi il n'y a pas eu de maranisme en Provence? Parce que, comme je l'ai dit, c'était une petite judaïcité. Et il n'y a pas eu de persécution comme dans la péninsule ibérique et des conversions forcées massives. En Espagne, ça s'est gâté dès 1391, où il y a eu des émeutes, une kyrielle d'émeutes gravissimes qui ont suscité l'émergence d'une société marginale de conversos qui ont posé problème à l'Espagne. Parce qu'on a eu une situation triangulaire. Il y avait les juifs, il y avait les nouveaux chrétiens convertis de force, et il y avait les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y avait les bons, les chrétiens, et les méchants, c'était les juifs, mais il y avait ces nouveaux chrétiens qui posaient problème. Étaient-ils vraiment chrétiens? Étaient-ils encore juifs? Et ça a posé problème à l'Espagne pendant tout un siècle. Et ça a porté en germe l'expulsion de 1492. En Provence, rien de tel. J'ai compté dans ma thèse 4 conversions forcées à l'encontre de filles, de fillettes. Et souvent des filles riches, enfin les prosélytes, les convertisseurs ne s'attaquaient pas à des pauvrettes. Bien. Donc,
En Provence, il y a eu dans le Midi, il y a eu une aménité de mœurs, il y a eu des relations de bon voisinage, et même dans le Languedoc, avant que cela ne se gâte, avant que ça devienne français, au temps des Aragonais, il y avait des relations excellentes. Judas Ibn Tigone se réfugie andalou à Lunel pour marier son fils ou sa fille. Il invite des prélats chrétiens à la noce. Isaac Natan fait pareil. Il y avait des relations de bon voisinage. Donc il y avait une aménité de mœurs et le judaïsme provençal était souriant. Et finalement, comment peut-on imaginer en 1500, quand l'expulsion survient, que l'on puisse partir? Toutes les aires d'habitat juif se sont fermées. La péninsule ibérique, c'est fichu, l'Espagne, le Portugal, les possessions aragonaises aussi, la Sicile, la Sardaigne, le Roussillon-Cerdagne. L'Europe se ferme aux juifs en cette fin de XVe siècle. Et d'ailleurs, Fernand Braudel a écrit cette très jolie formule: l'Europe se vide de juifs et se remplit de marranes au cœur douteux. Pardon ? Se remplit d'autrefois juifs au cœur douteux, de marranes au cœur douteux. Donc, en Provence, il y a ceux qui ont voulu partir, et puis il y a ceux qui sont restés. D'abord, ils avaient des biens à préserver en Provence. Leurs ancêtres dormaient depuis tant de temps dans le sol provençal, et ceux-là ne sont pas partis. Et ils se convertissent dans la thèse que j'ai faite, en traquant Régine sur un demi-siècle. J'avais fatalement rencontré tous ses contemporains, tant juifs que nouveaux chrétiens. Et j'avais constaté, elle se convertit en 1470, qu'il y a eu des conversions précoces, sans qu'il y ait d'émeutes. Je les ai appelées les conversions précoces. Celle de Régine, celle de Jean Égosy, je n'ai pas le temps de développer, mais ça aussi c'est un exemple incroyable. Nouveau chrétien, il lègue toute sa fortune au portail de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix, par exemple. Mais ces filles demeurées juives lui font des procès contre elles. Les conversions dites précoces, dont celle du bisaïeul de Nostradamus, je n'ai pas parlé, mais ça, il faut me poser la question parce que c'est trop beau. Et les conversions précoces. Il y a les conversions de temps de crise. Arles, l'émeute d'Arles, génératrice de conversion immédiate. Et puis il y a les conversions du dernier recours, quand l'expulsion survient et qu'il faut liquider les biens et partir ou rester et accepter d'être nouveau chrétien. Et les nouveaux chrétiens, les néophytes, les néophyties, étaient parrainés par des grands de la Provence. Je vous dirais que le dernier bellon à Aix-en-Provence, Jaude C. de Lunel, se convertit en 1501 et va s'appeler Guillaume de Roquebrune. Et ses fils, Michael et Amédée de Roquebrune. Crescas Contrat de Riez devient Bertrand d'Entrecasteaux. Ils sont parrainés par des nobles. Et par exemple, je suis très fière d'avoir trouvé le passé juif des Estiennes. Ça va donner les Estiennes d'or, n'est-ce pas? Et les Estiennes s'appelaient autrefois Gabriel Cohen. J'ai repéré les trois fils. José, Mossé, et puis un troisième individu. Ils vont devenir Honorat, Claude et Jacques Estienne. Ils deviendront. Donc, on a même un René d'Anjou de Pertuis. Et j'avais fait une conférence une fois à Blois, pour les rencontres de Blois, et une petite dame était venue devant moi, m'avait dit: je suis une descendante de René d'Anjou. Et j'ai dit: le roi ou le néophyte? Et elle m'avait dit: non, 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 le néophyte, bien sûr, de Pertuis. Et aujourd'hui, vous avez des d'Anjou à Pertuis, mais sans accent, qui sont bon. Donc, les conversions ont lieu assez tôt. Ils s'intègrent dans le tissu social de la Provence médiévale. Ils s'intègrent. Ils ne sont pas si nombreux. Mais quand même, parfois, il y a des relents. Je vous donne, d'abord, je vais parler ensuite de Nostradamus. Pardon. Et il y a des relents. À un moment donné, l'expulsion survient. Mossé et Douce de Castel se convertissent en 1500. Ils deviennent Pierre et Antoinette Isnard, n'est-ce pas? Et ils testent en 1502, après l'expulsion, ils sont nouveaux chrétiens, ils vont tester. Et dans leur testament, ils vont chez le même notaire, ils s'insurgent contre leur fille demeurée juive en Comtat-Venessin, à Carpentras, Ruffin. Et ils disent que si elle ne se convertit pas, elle n'aura pas d'héritage. En 1502. En 1520, donc 18 ans après, ils reviennent à la charge, ils sont vivants encore, ils vont tous les deux chez le même notaire,
Et à nouveau, ils disent que la dite Ruffa, qui aurait épousé un juif dont ils prétendent ignorer le nom, parce que ce sont des documents publics, ils ne peuvent pas afficher leur sympathie aux juifs quand même. Et en 1520, ils disent que la dite Ruffa persiste dans sa perfidia judéa, dans son incroyance juive. C'est quelque chose. Et j'ai un autre exemple, donc un autre exemple, encore plus joli, il s'agit de Louise Arnaud. Louise Arnaud, c'est une néophyta par alliance. Elle s'est mariée avec un beau Tarébi de Marseille, qui était des Bellons, des dirigeants communautaires, et il y a un procès la concernant en 1529. Pourquoi elle vient témoigner avec une vraie chrétienne. Elle, c'est une nouvelle chrétienne, et elle dit la chose suivante. Elle a été souffletée, elle a reçu une peur de gifle de l'ancienne chrétienne. Et elle dit la chose suivante: je suis rentrée chez la voisine et j'ai abondamment pleuré, pas à cause de la gifle, mais à cause de ses insultes. Elle m'a traité de Jusieva, en provençal c'est juif, de Marana, c'est-à-dire une fausse chrétienne, et de Retayata. Et qu'est-ce que c'est Retayata? Circoncise, en effet. Et, en vérité, ça n'existe pas pour les juifs. Et donc, 28 ans après la conversion, les chrétiens, vous voyez comme des nouveaux chrétiens, comme des anciens juifs. Donc, ça existe. Et ce que je n'ai pas dit, et qui est important, c'est qu'ils sont expulsés en 1500, mais en 1512, il y a un impôt sur les néophytes. Louis XII édicte un impôt sur les néophytes. Ils ont voulu s'intégrer, mais on les rattrape. Mais ce qu'on voyait au départ comme une mesure coercitive, finalement, cet impôt sur les néophytes, on a 1 millier d'individus qui, tout d'un coup, les chrétiens, ils doivent s'intégrer, il fallait les imposer comme dans le passé juif. Donc, sur le modèle de l'Atalia Iudéorum, on les impose, et pour chaque cité, on donne le nom des néophytes. Donc, pour les chercheurs d'aujourd'hui, c'est précieux, parce qu'il suffit de confronter ces listes avec les noms des registres de notaires contemporains. Et quand on voit un José de Lunel, un Guillaume de Roquebrune chez un notaire, Olim Iudeus, qui s'appelait José de Lunel, on fait le rapprochement. C'est un puzzle, c'est un canevas formidable, c'est très intéressant. Et tous ces noms de néophytes, c'était des noms tellement voisins de la noblesse française qu'un historien au début du siècle, Jules Bauer, avait dit ces listes, c'est un document apocryphe, c'est pas possible. On croirait un armorial de la noblesse provençale. C'est pas des juifs sortis du ghetto, ça. Mais il se trompait, parce que Guillaume de Roquebrune, Pierre de Sabran, Honoré de Grimaldi, tout ça, c'était des anciens juifs, mais ils ont été parrainés par des grands de l'époque qui se portaient garants de la fiabilité de ces néophytes. Puis c'était une mitzvah, c'était un bon commandement de parrainer une conversion au christianisme. Donc, il n'y a pas véritablement de mouvement de maranisme. Et au fil du temps, ils vont s'intégrer. Mais tout de même, après l'impôt de 1512, Louis XII va imposer de ne point injurier les Juifs, de ne point les taxer de néophytie, de retaillat et de maran. Donc, il y a l'exemple voisin de l'Espagne, mais il n'y a pas eu d'ampleur. Voilà, Jean-Claude, vous avez eu droit à une deuxième conférence avec bon, Nostradamus, quand même. Juif perfide, effectivement, mauvaise traduction, incroyant, et ça a poursuivi les Juifs jusqu'à Vatican II, quand on a épuré effectivement le catéchisme, les écrits chrétiens de cette mention infamante. Est-ce qu'on peut faire peut-être un parallélisme avec les Juifs justement languedociens? Il valait mieux être représentant de la mosaïque pendant la période aragonaise et mallorquine que sous le roi de France. Et là, pareil, effectivement, même si on a pu peut-être exagérer, finalement, leur situation sous le roi René, le roi René, ça s'est moins bien passé ensuite, effectivement, avec les rois de France. Et d'ailleurs, à propos de Moyen-Âge, Renaissance, judaïsme, Italie, nous recevrons l'année prochaine Pierre Savi pour une conférence sur Juifs et Princes
en Italie pendant la Renaissance. Je vous donnerai la date. Hein, Ah oui. Vous allez mieux être. Ben, le langue. Parce que le roi de France, ça s'est mal passé, alors que la période aragonaise mallorquine, 1248 à Montpellier, Ah oui. et la période. C'était beaucoup plus doux, absolument. Quand les monarques français. C'était plus doux. Sous les monarques français, c'était plus dur, et d'ailleurs, ils seront expulsés. Et ces juifs languedociens viennent dans le comté de Provence. Tous les juifs de Provence s'appellent de Latte, du Quélard, de Narbonne, de Carcassonne, de Lunel, etc. Ils sont venus dans le comté de Provence, dans le comtat venessin, dans la principauté d'Orange. En 1394, surtout 1306, c'est plutôt la péninsule. Une autre question pour Daniel. Nostradamus. Alors, quand il y a une meute d'Arles en 1484, D'où l'ascendance juive. Hein. Voilà. Ça Daniel, on le sait. en 1484, il y a donc les meutes d'Arles. Et les juifs marseillais sentent la montée des périls et commencent à s'embarquer subrepticement. Ils prennent des galéax, ils reprennent le chemin de leurs aînés qui commerçaient le corail avec la Sardaigne et ils se dirigent vers le Guéraud. Mais la municipalité voit d'un très mauvais œil le départ de ces juifs qui partent avec leurs créances, qui partent avec leurs biens. Ce sont évidemment des juifs qui ont les moyens de partir, qui vont en Sicile et en Sardaigne. Et le pouvoir municipal charge un individu, Jacques Turelli, d'enquêter sur ce départ clandestin. Et Jacques Turelli va enquêter, il dit qu'il y a 200 juifs qui sont partis, il donne des noms des chefs de famille, des épouses, des enfants, et on doit la connaissance de ce document à l'archiviste des Bouches-du-Rhône, Raoul Busquet, qui a publié cette étude en 1927 sur la fin de la communauté juive de Marseille. Et Raoul Busquet dit à la fin de son article, comme si Jacques Turelli était dans le secret des Juifs de Marseille. Il écrivait ça en 1927. Ben, aujourd'hui, grâce au progrès de la recherche, on peut dire oui, il était dans le secret des Juifs de Marseille. Pourquoi? Ben, évidemment, c'était un ancien juif, Crégut Bonnet, il s'appelait Crégut Bonnet. J'ai trouvé trace de sa conversion pour l'année 1460. Et j'avais publié en 1990 un document, grâce d'ailleurs au regretté Noël Goulet, sur la charge qu'il avait de collecteur de la Talia Iudeorum. Il était percepteur d'impôts sur les Juifs. Donc non seulement il connaissait l'état des biens des Juifs, mais c'était un ancien Juif. Et cerise sur le gâteau, vous devinez ce que je vais dire, il s'est révélé être le bisaïeul, l'arrière-grand-père maternel de Nostradamus. Alors, on connaissait l'ascendance paternelle juive sans ambiguïté, descend des Carcassonne de Carpentras, avec Ligassonnet, etc. On arrive à Pierre de Notre-Dame. Mais côté maternel, l'historien de Saint-Rémy, le docteur Leroy, disait côté maternel, on ne trouve rien, ni à Saint-Rémy, ni à Salon. Et pour cause, ça dormait à Marseille, dans les archives de Marseille. Bon, j'ai eu la main heureuse, et voilà, Nostradamus était descendant pleinement, d'ancêtre pleinement juif. J'ai trouvé trace de son mariage et de ses 4 enfants, donc du tonton de Nostradamus et des 2 tatas de Nostradamus, et c'est un corpus magnifique, ce sont des pépites dans les archives de Marseille. Voilà, j'ai fini. Michel de Notre-Dame. Né en 1503. Et d'ailleurs, tu avais proposé une conférence à l'Institut sur oui. les origines de Nostradamus. Et on en sait quelque chose à Montpellier de Nostradamus, oui. Hein, oui. Avec la tour des pins. Oui. Dernière intervention, question, oui, monsieur. Monsieur Pradier. Merci beaucoup pour cette conférence si brillante et fluide et très, très agréable à écouter, en plus en termes très simples et détaillés, une érudition vraiment très très complète. Alors vous l'avez peut-être déjà exposé ici, mais on se demande effectivement si la fin de ce premier mariage et la conversion au même moment, c'est quelque chose qui relève de la volonté de Régine Catherine, ou si c'est de la conversion plus ou moins. Justement, est-ce que vous avez pu élucider si c'était volontaire ou bien une conversion un petit peu Il semble que ce fut volontaire et que c'est sa sœur aînée Bonnedonne qui a été convertie de force par Gilles Gilbert. Parce que Bonnedonne, elle est convertie dès 1467, elle devient Guillemette de village. Et les villages sont apparentés à Jacques Coeur. Donc, imaginez le parrainage.
faut dire que c'était des filles nanties, des filles riches, qui ont été très sollicitées par le milieu de cour. Et elle va épouser, alors Régine, elle a fait très fort, elle a épousé un chrétien, un vrai chrétien, un ancien chrétien. Tandis Guilhelmette de Village, elle épouse un néophyte qui s'appelle René de Saint-Maurice. Avec un prénom pareil, René, ça a été le filleul du roi, et quand on sait que le roi René est mort le jour de la Saint-Maurice et qu'il est enterré à l'église Saint-Maurice d'Angers, c'est un nom limpide. Il a été le filleul du roi René. Et il semble que ce soit Bonnedonne qui a été convertie avant elle, donc avec déjà une sœur convertie, filleule du roi René, le milieu de cour, elle le connaissait presque. Et la troisième demi-sœur Charlotte, je n'ai pas son prénom juif, elle a été la filleule de la reine et du duc de Calabre, c'est vous le dire. Donc les trois filles ont été sollicitées par le milieu de cour, et Gillet-Gilibert a converti de force une fille Abraham et une petite cousine. J'ai mis 10 ans à découvrir que c'était sa cousine, Massipa Abraham. Alors ça, c'était les Russes universitaires pour l'onomastique, pour distinguer les Abraham de Saint-Maximin et des Abraham de Draguignan. J'avais enlevé le H à ceux de Draguignan. Voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, Charlotte, on n'a pas son prénom juif, elle est parrainée en haut lieu, et elles ont été sollicitées par le milieu de cour. Elles étaient très riches. Et la petite cousine, Massipa Abraham, voilà, j'y reviens, était la petite cousine de Catherine. Et Gillet-Gilibert va avec des gens de la cour à Pertuis convertir de force la fillette âgée de 10 ans. Or, il est l'époux de Catherine. Est-ce qu'elle savait ce que faisait son mari prosélyte, invétéré? Et la fillette était riche. Son père, elle était orpheline. Son père était le médecin Mossé Abraham décédé, lequel était le fils du médecin du roi René, Salomon Abraham. Donc, il s'en prenait à des filles riches. Et quoi encore alors, donc, ça doit être sa sœur aînée qui a été convertie. Je vous dirais qu'elle devient veuve de Gillet-Gilibert en 1479. Aussitôt, elle fait réparer sa belle demeure place des Prêcheurs, parce qu'elle a quitté le quartier juif, évidemment. Elle habite place des Prêcheurs. Elle fait appel au peintre verrier du roi René, c'est vous dire son entre-gens. Et elle est veuve. Et puis elle se marie en 495 avec un juriste originaire de Saint-Flour. Et puis elle le quitte 8 mois après. C'est après la thèse que j'ai découvert que c'était pour cause de mésentente, enregistrée chez notaire. Et alors qu'elle vient d'épouser Étienne Jean, elle fait don de tous ses biens à un quatrième individu, Simon Nas, originaire de Bruxelles. Et elle dit que c'est qu'elle se sent seule et sans amis, qu'elle est esselée et elle fait ce don. Et très ingénument, pendant la soutenance de thèse, j'avais dit, mais en fait, je voulais avoir la réaction de Georges Duby, j'avais dit, mais comment peut-elle se sentir seule quand elle vient de se marier? Et il avait eu cette réponse, que je n'ai pas oubliée, il m'avait dit, mais Daniel, on peut avoir un mari et se sentir seul. Et bien, ce quatrième individu, elle va l'épouser au soir de sa vie, parce qu'avec lui, elle avait eu une union libre entre Gillet et Étienne Jean, et 2 enfants nés hors mariage, auxquels elle ne dessine rien dans ses testaments. Et ainsi de suite. Bon, c'est une histoire à rebondissement. Le portail de la cathédrale de Saint-Sauveur, je vois beaucoup. Non, à Jean-Égosy. À Montpellier, alors même si le terme peut-être est plutôt pour la Provence, si on devait citer des néophytes, on aurait les Catalans, les Saporta, oui, et tu as vu que les Saporta, ils ont travaillé avec les Borgias. Mais ils viennent à Montpellier, où ils vont devenir de doc de médecins pour finir marquis en Provence. Les archives d'Aix et rue Gaston de Saporta. Donc on voit effectivement la continuité, les passerelles entre l'Occitanie et la Provence, à travers les âges, et là en l'occurrence à la fin du Moyen-Âge. Bien, on va remercier Daniel pour peut-être la conférence la plus savante de la saison. Véritablement, on a reçu Pierre Bérovaou, Maurice Ironique cette saison, mais
terminera cette année 2022-2023 par un concert de musique hébraïque. On retournera dans cette salle Pétrarque le 20 juin. Le 20 juin, pour finir cette saison. Voilà. Merci à tous de votre présence et à très bientôt. Et Daniel nous attend pour signer son ouvrage.